et à tous, bienvenue à la médiathèque Marguerite Yourcenar. Merci d'être venus si nombreux ce matin pour cette première conférence du cycle Faire connaissance proposée par le Collège de France. Ce cycle a pour objectif de faire se rencontrer les publics des bibliothèques et les professeurs autour de grands enjeux scientifiques et intellectuels de notre époque. Alors, l'an dernier, ce cycle avait lieu chez nos collègues de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement. Cette année, ça se poursuit dans nos murs pour 5 nouvelles conférences, 2 qui auront lieu à l'automne, et puis 3 nouvelles autres conférences au premier semestre 2025. La prochaine conférence, on peut d'ores et déjà vous l'annoncer, aura pour thème « Paris, la France, l'Europe, quelle réalité migratoire ?» Et le professeur invité sera le professeur François Errand. Voilà. Et elle aura lieu le 5 octobre. Pour l'heure, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir le professeur Jean-Jacques Hublin, un de nos plus éminents paléoanthropologues, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Alors, il va dialoguer ce matin pendant... Je ne peux pas dialoguer avec le professeur. Alors, il va faire sa conférence et puis il dialoguera également avec Madame Filippetti, notre directrice des affaires culturelles, donc pendant 40 minutes, autour du sujet origine et expansion d'Homo sapiens. Donc, après cette conférence, vous pourrez poser toutes vos questions. Sachez que ce dialogue, cette conférence est enregistrée. Il y a une captation audio et vidéo. Je tiens à remercier particulièrement Rénal Bellé et Raphaël Dutheil, ainsi que nos amis de Bibliocité pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée, voilà, pour le montage, évidemment, de ce partenariat. Avant de céder la parole à Madame Aurélie Filippetti, je tenais à apporter une petite touche personnelle. Il me semble qu'en ces temps un peu troublés, cette période un peu sombre, je voulais préciser que la culture et les échanges apaisés, comme on peut avoir ce matin, il semblerait que ça pourrait apporter un petit peu de lumière. Voilà. Merci et je passe la parole à Aurélie Filippetti. Merci beaucoup, Madame la directrice. Monsieur le professeur, cher Jean-Jacques Hublin, merci beaucoup de nous faire l'honneur de participer à ce cycle de conférences Faire connaissance que nous avons initié il y a maintenant 1 an. Donc, on fête le premier anniversaire de ce partenariat entre la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, que je représente, et le Collège de France. Nous avons souhaité mettre à la disposition des Parisiennes et des Parisiens le fruit le plus savant et le plus important, effectivement, en particulier dans des périodes d'incertitude et de remise en cause, mais le fruit de la recherche scientifique, qu'elle soit en sciences qu'on appelle dures, en sciences sociales, ça nous apporte beaucoup dans notre vie quotidienne, même si c'est parfois très éloigné des champs professionnels sur lesquels on travaille, mais de nous remettre en perspective, là ça va être une très 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 longue perspective, de nous projeter dans le partage des connaissances qui permet les découvertes dont le professeur Hublin va nous parler aujourd'hui, ce partage de connaissances qui se fait sur toute la planète à travers les scientifiques de toute la planète et quel que soit leur pays, quelles que soient leurs origines. Voilà, c'était pour nous quelque chose d'important. La ville de Paris, par son réseau très dense de bibliothèques, il y a 68 bibliothèques, 58 bibliothèques de lecture publique et 10 bibliothèques patrimoniales. Donc, se met à la disposition des Parisiennes et des Parisiens pour leur donner accès à la culture, au savoir, à la lecture, qu'elle soit effectivement pour apprendre ou pour s'évader, pour réfléchir ou pour rencontrer l'autre, rencontrer d'autres horizons.
Alors, le professeur Jean-Jacques Hublin, je vais le présenter rapidement avant de lui laisser la parole. C'est donc le titulaire aujourd'hui et depuis 3 ans de la chaire de paléoanthropologie du Collège de France. Avant d'être titulaire de la chaire, vous avez été professeur invité de 2014 à 2021 au Collège de France sur les mêmes sujets. Vous avez aussi travaillé pendant longtemps à Leipzig, à l'Institut Max Planck, qui est le plus grand institut de recherche en Allemagne, où vous avez dirigé, là encore, le département que vous avez créé, je crois d'ailleurs, sur l'évolution. Vous avez aussi enseigné au départ au CNRS, et puis fait des recherches au CNRS. Vous avez enseigné à Stanford, à Harvard et à Berkeley, je crois. Et vous travaillez donc sur... Aujourd'hui, on va parler d'Homo sapiens. Vous avez travaillé aussi sur Néandertal, sur les rencontres improbables mais réelles qu'il y a eu entre ces deux espèces, celles de nos lointains ancêtres et leurs apparentés. Et donc, vous nous raconterez comment, justement, notre espèce, sapiens, parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine, et voilà, il y a une seule espèce humaine, une seule, et c'est Homo sapiens. Et nous sommes tous des sapiens sur cette planète. Et les fruits de la recherche scientifique rejoignent aussi parfois la littérature et l'histoire, et la tragédie de l'histoire. Et je pensais, je vous l'ai dit, au très beau livre de Robert Antelme, à l'issue de son expérience tragique dans les camps de concentration. Et quand il est revenu dans des camps, il a écrit « L'espèce humaine ». Et le message de ce livre, c'est de dire que ce qu'il a retenu des camps de concentration, en fait, c'est qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. C'est ce que vous allez nous montrer, professeur, mais aussi à travers toute son histoire extrêmement complexe. Et donc, merci beaucoup de cette conférence et je vous passe la parole. Bonjour à tous et merci Aurélie Filippetti de cette introduction. Bon, je suis très heureux d'être dans cet endroit que je ne connaissais pas, qui est absolument magnifique. Je me promets de revenir. Nous allons donc parler de l'origine et de l'expansion de notre espèce. Et comme ça vient d'être exposé à l'instant de façon assez... émouvante, avec des références littéraires. D'un point de vue purement, je dirais, biologique, effectivement, nous avons sur Terre aujourd'hui une seule espèce humaine. Alors cette espèce humaine, elle est assez variée dans son aspect, mais il faut quand même bien comprendre que la diversité qu'on observe sur la planète aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez cosmétique, en fait. Quand je dis cosmétique, c'est à dessein, parce que il a toujours été beaucoup question de couleur de peau tout au long de l'histoire. Je ne sais pas si on aura le temps de discuter de cette histoire de couleur de peau, mais c'est un caractère qui est littéralement superficiel. Et en réalité, biologiquement, les hommes représentent une espèce qui est assez homogène, malgré son expansion planétaire, et cette homogénéité, elle tient au fait que tous les hommes actuels ont une origine commune, assez récente du point de vue géologique. Et c'est cette émergence, dans le fond, relativement récente de notre espèce qui fait que tous les hommes qui sont sur Terre se ressemblent beaucoup, finalement. Alors, récente, vous allez voir, on va parler quand même de centaines de milliers d'années. Mais sans rentrer dans beaucoup de détails, je voudrais quand même vous dire que l'évolution des hominines, c'est-à-dire des espèces qui sont soit ancêtres, soit apparentées à l'espèce humaine actuelle, l'évolution des hominines, ça court sur 8 millions d'années. Donc là, on va regarder un petit peu la surface de cet océan de temps. Alors, si l'espèce humaine est très homogène, comme je l'ai dit, elle couvre toute la planète et elle a réussi à s'implanter dans des milieux qui sont des milieux assez hostiles et même de façon assez ancienne. On a des traces humaines sur les bords de l'océan Arctique il y a 30 000 ans.
Et cette capacité des hommes à s'adapter à des milieux assez difficiles, elle est liée au fait que, dans le fond, notre niche écologique est assez particulière. En biologie, c'est ce qu'on appelle une construction de niche, c'est-à-dire c'est le processus qui fait qu'une espèce modifie son environnement pour l'adapter à elle-même plutôt qu'elle ne s'adapte à son environnement. Alors il y a d'autres constructions de niche. Les termites, elles vivent dans un endroit, enfin un milieu qui est un milieu complètement fabriqué par les termites. Donc les hommes fabriquent leur environnement et pour ça, ils extraient de l'énergie de l'environnement et ils le transforment. Alors, vous voyez que j'ai déjà utilisé le mot environnement, le mot énergie. Donc, vous voyez que, en fait, ces processus évolutifs, en fait, ont des implications profondes sur les questions que les hommes se posent aujourd'hui. Sur leur avenir et les crises environnementales, les crises énergétiques que nous connaissons, les crises démographiques, ce ne sont pas des sortes d'accidents industriels qui ont démarré il y a quelques décennies. Ce sont des choses qui s'enracinent très très loin dans le temps. Donc, pour transformer l'environnement et le modifier et pour s'adapter à des milieux hostiles, il y a la technologie. Donc, on a on est capable de produire toute une panoplie d'objets. Alors, pas seulement pour habiter au Groenland ou naviguer sur des eaux glacées, mais pour aller sur la Lune aussi. Mais il y a un aspect peut-être qui n'est pas assez connu de tout ça, c'est la complexité sociale, l'interaction sociale. Les hommes sont très très bons, si je peux dire, comparé à d'autres espèces, pour créer des réseaux d'individus. Et ces réseaux, alors évidemment, au début, ce sont des réseaux familiaux, mais ça existe dans d'autres espèces animales. Mais au cours de l'évolution humaine, ces réseaux sont étendus de plus en plus. Et donc, ce qui est vraiment particulier aux hommes, c'est qu'ils se sentent solidaires d'autres hommes qu'ils ne connaissent pas, mais avec qui ils partagent des valeurs, une langue, une religion. Bref, vous vous sentez solidaire de gens que vous rencontrerez jamais. Et aujourd'hui, ces réseaux sont des réseaux planétaires. Et c'est probablement Alors, quand on dit réseau, il y a une notion de solidarité. Donc, ce sont ces réseaux de solidarité qui probablement expliquent cette expansion et aussi un succès démographique absolument extraordinaire. Alors, on peut parler de succès ou d'échec, ça dépend comment on voit les choses, mais voilà, on est 8 milliards, presque 8 milliards d'hommes sur Terre. Il y a peu d'espèces qui ont occupé à ce point-là la planète. Alors, cette situation que je viens de vous décrire, c'est une situation qui prévaut seulement depuis environ, je dirais, 40 000 ans à peu près. Mais si on plonge dans la profondeur du temps, alors là, on fait face à un monde complètement différent. Donc, cette situation, on a une seule espèce humaine qui nous paraît normale. En fait, elle est complètement anormale, si je peux dire, à l'échelle des temps géologiques, et sans aller il y a 8 millions d'années, mais simplement en regardant ce qui se passe au cours du dernier million d'années. Ce que vous voyez sur cet arbre, ces barres, ça représente des espèces d'hominines qui ont existé dans le passé, avec la durée de leur existence, et vous voyez qu'il y en a une seule qui parvient jusqu'au sommet de ce diagramme, c'est la nôtre. Mais il en a existé beaucoup d'autres, et il en a existé d'autres il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, si on remonte il y a seulement 50 000 ans dans le passé, on fait face à une diversité qui est d'une toute autre nature que la diversité que j'évoquais au début de mon exposé. On a sur Terre des créatures qui, alors là... on a des différences avec nous qui ne sont pas cosmétiques. Cette petite créature-là, elle existait il y a encore 50 000 ans dans l'île de Flores. C'est un petit bonhomme grand comme ça, qui a un cerveau gros comme une orange et qui est
vraiment d'une autre espèce. Là, il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, cette notion d'espèce humaine différente, elle est très discutée pour les Néandertaliens, qu'on a évoqués tout à l'heure. Pour faire simple, on va dire que sont Néandertaliens et puis toutes ces barres que vous voyez là, ce sont plutôt des espèces, je dirais, en voie de formation, mais quand même, ce sont des créatures qui sont très, très différentes. Alors, parmi toutes ces formes, il y a 3 groupes qui sont ce que j'appellerais des espèces à grand cerveau, justement par opposition au petit bonhomme que je viens de vous montrer là. Et on voit au cours du temps, au cours du dernier 1,5 million d'années, même un petit peu plus, on voit qu'il y a une augmentation de la taille du cerveau dans plusieurs groupes. Et cette augmentation s'accélère énormément au cours des derniers 500 000 ans. Alors vous allez voir, on va en reparler, mais cette augmentation, elle a des modalités un petit peu différentes suivant ces groupes. Et pourquoi il y a cette augmentation de la taille du cerveau ? Parce qu'en fait, tous ces groupes sont soumis à la même pression de sélection. C'est-à-dire que pour développer des technologies, pour développer de la complexité sociale, pour transformer l'environnement, il faut des capacités cognitives élevées. Et donc, les groupes qui ont les capacités cognitives élevées ou les individus qui ont les capacités cognitives élevées ont été favorisés par la sélection naturelle. Et donc, on a cette évolution. Alors, certains de ces groupes, vous les connaissez déjà parce que ce sont des sortes de stars de la paléanthropologie, l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, il est très connu aussi parce qu'en fait, il vivait en Europe. Et donc, c'est en Europe qu'on a inventé, si je peux dire, la paléanthropologie. Voilà un des premiers hommes de Néandertal qui a été découvert sur le rocher de Gibraltar en 1848. Alors, il n'a pas tout de suite été reconnu comme une forme fossile éteinte. Il a fallu attendre 1864 et ce charmant géologue anglais qui s'appelait Busk pour dire mais ce truc-là, c'est vraiment pas un homme comme les hommes d'aujourd'hui, qui l'a rapproché d'une découverte qui avait été faite en Allemagne en 1856, près de Düsseldorf. Et donc, voilà, c'est un groupe qui est représenté dans l'ouest et le centre de l'Eurasie. Donc, on en a un petit peu partout au nord de la Méditerranée, en Asie centrale. Et on sait qu'il y a eu des excursions, si je peux dire, de Néandertaliens dans des sites qui sont dans l'Altaï, donc assez loin d'ici. Donc on a ces groupes d'hominines à grand cerveau que j'ai évoqués, donc les hommes de Néandertal, mais on va parler maintenant de notre espèce, d'Homo sapiens. Puis j'évoquerai très rapidement un autre groupe qu'on appelle les Denisoviens, qui a été découvert en fait très récemment grâce aux travaux de paléogénétique de mes collègues à Leipzig. Donc tous ces groupes ont des domaines géographiques, des territoires différents. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'ils se différencient les uns des autres. C'est l'isolement par la distance, en fait, essentiellement, qui est la raison de cette divergence. Alors, quand je parle de divergence, c'est assez spectaculaire, en fait, de voir à quel point ces formes peuvent devenir différentes. Donc, vous avez vu le cas de l'homme de Flores, qui est très spectaculaire. Mais même Néandertal, voilà un crâne qui a été découvert dans le sud-ouest de la France, dans une grotte qui s'appelle l'abri de la Ferracie, à côté de l'homme de Cro-Magnon, qui est un Homo sapiens. J'ai déjà eu l'occasion de montrer des moulages de ces fossiles à des enfants de classe primaire, enfin d'école primaire très très jeunes. Ils voient tout de suite qu'il y a vraiment une différence, et ils savent dire quelle différence. Donc on a là des groupes qui se sont séparés il y a à peu près 600-700 000 ans, avec des différences très très grandes. À côté, je vous ai mis des photographies de crânes de chimpanzés communs
et de chimpanzés nains. Alors, ce sont deux espèces de chimpanzés qui vivent de part et d'autre du fleuve Congo en Afrique. Ces deux espèces sont séparées depuis 2 millions d'années. Alors, je ne sais pas, dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui sont capables de me dire quelle est la différence entre ces deux crânes, mais c'est pas évident. Hein. Donc, on a une divergence qui est assez rapide et d'ailleurs qui pose question. Hein. C'est sans doute lié peut-être justement à ce domaine géographique très très grand couvert par les hominines et par le fait que justement à cause de la taille de ce domaine géographique, eh bien, l'isolement par la distance joue à fond. Alors voilà comment se présentent les choses donc il y a environ, disons, 100 000 ans. On a nos néandertaliens qui vivent en Europe, en Asie centrale, et puis qui vont de temps en temps se promener jusque dans l'Altaï. On a en Asie un groupe qui a été identifié assez récemment, qu'on appelle les Denisoviens, qui en fait, dans le jargon, on appelle ça un groupe frère, hein, un groupe apparenté aux néandertaliens, mais différent. Puis alors, pendant ce temps-là, en Afrique, on a l'origine de ce qu'on appelle les hommes modernes, les hommes actuels, qui évoluent. Et je vais spoiler un petit peu tout de suite la fin de ma conférence, parce que ce qui se passe à un moment donné, c'est que notre espèce, en Homo sapiens, s'est répandue hors d'Afrique, a pénétré en Eurasie et a remplacé tout ce monde-là. Alors, vous verrez que c'est un remplacement avec des fuites. Hein. Il y a de l'hybridation qui s'est produite, mais c'est quand même essentiellement un remplacement. Et puis surtout, cette espèce d'origine africaine, eh bien, elle est allée dans des endroits comme l'Australie. J'ai parlé tout à l'heure des zones les plus froides de l'Eurasie, où il n'y avait jamais eu d'hominine auparavant. Et puis, elle est passée en Amérique. Et donc, cette expansion dans des zones qui étaient jusque-là ignorées des hominines, elle est liée certainement au fait que, mieux que les autres, eh bien, ils ont développé des technologies, de la complexité sociale et ont été capables de s'adapter à des environnements nouveaux. Alors, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails de ce point de vue-là, mais quand même garder en tête que cet environnement, justement, il change énormément au cours du temps. Et donc, les paysages, les climats d'il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 150 000 ans, ont été parfois très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en particulier, quand on regarde l'évolution du climat, alors vous voyez là, j'ai compté large, hein, on remonte à 7 millions d'années dans le passé. Toutes ces oscillations de cette courbe, ce sont des mesures géochimiques qui permettent d'apprécier, alors non pas la température, en fait ça apprécie la quantité de glace qui est stockée dans les pôles et dans les massifs montagneux. Mais enfin, disons, c'est une approximation de la température. Ce qu'on voit à l'échelle de la planète, hein, depuis 7 millions d'années, c'est une tendance au refroidissement. Le présent est à gauche, là. Hein, une tendance au refroidissement du climat, mais surtout des oscillations qui sont de plus en plus brutales. Et donc, en particulier au cours des, disons, 600-800 000 ans, on rentre en particulier dans les moyennes latitudes en Europe, dans un régime de succession de glaciation et de déglaciation, d'interglaciaire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période interglaciaire, donc une période entre guillemets chaude, mais elle a été précédée par une période glaciaire, voilà une carte de l'Europe pendant une période glaciaire avec des glaciers énormes qui couvrent la Scandinavie, le nord-ouest de l'Europe. Dans la même période, en Amérique du Nord, on a aussi des glaciers considérables. Alors quand je dis des glaciers considérables, ça veut dire 3000 mètres de glace au-dessus de Montréal. Hein, c'est pas juste une pellicule de neige. Hein. Et puis une géographie qui est complètement modifiée
Pourquoi? Parce que toute cette eau qui est stockée sous forme de glace, elle manque dans les océans. Vous entendez beaucoup parler en ce moment, quand la glace fond, l'eau monte, mais quand l'eau gèle, les océans baissent. Donc voilà, on peut aller, si on a envie, parce qu'il fait assez frais quand même, on peut aller de Paris en Irlande à pied. Il n'y a pas de Manche. L'Atlantique est très très loin vers l'ouest. Alors ça joue quand même un rôle très important dans l'évolution des hominines. Par exemple, cette dérive assez rapide des Néandertaliens en termes de morphologie, on pense que c'est lié en partie, vous avez parlé d'isolement, de distance, mais c'est lié aussi en partie à des facteurs démographiques. Le fait notamment que on pense que toutes ces populations-là, elles sont soumises à des espèces de crash démographiques réguliers. Et ces crashs démographiques, cette réduction très forte de la population, ça a des effets de réduction de la variabilité génétique et de fixation un peu par hasard de certains caractères. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dérive génique. Et ce phénomène-là, il a tendance à accélérer un petit peu les processus évolutifs. Je vous ai expliqué que notre espèce avait une origine africaine. Alors, c'est une notion qui est maintenant acceptée par tout le monde, enfin, presque tout le monde, mais qui est à l'échelle de l'histoire de la paléanthropologie, qui est assez récente. Je vous ai dit, la paléanthropologie, elle est apparue en Europe, et donc jusqu'au milieu du XXe siècle, les paléanthropologues européens qui étudiaient des fossiles européens, pour eux, l'origine de l'homme actuel, c'est en Europe, évidemment. Il n'y avait pas de raison de penser que ça puisse être autre part. Et donc, on avait construit tout un tas de schémas qui voyaient des origines européennes. Puis après, quand on a commencé à trouver beaucoup de fossiles ailleurs, il y a un schéma qui a longtemps été en faveur d'une émergence locale à partir de populations archaïques locales des hommes actuels. Et d'ailleurs, c'est un débat qui remonte même à avant la paléanthropologie, c'est-à-dire comment on explique la diversité des hommes actuels. Eh bien, ce schéma qu'on a appelé multirégional, dans le fond, il disait, oui, voilà, il y avait des hommes de Néandertal en Europe, en Asie, des Homo erectus particuliers, etc. Donc, ces groupes-là ont tous évolué et ont fini par donner les hommes actuels qui sont un petit peu différents d'une région à l'autre. Alors, ce schéma, il a été complètement mis en pièces, en fait, à partir des années 1970-80. À cause d'un certain nombre de progrès scientifiques, de connaissances nouvelles. Et disons, pour faire simple, il y a deux arguments essentiels pour placer l'origine des hommes actuels, de tous les hommes actuels en Afrique, des arguments qui viennent de la génétique et des arguments qui viennent de la paléanthropologie et des fossiles. Alors la génétique, cet arbre très compliqué que vous voyez là, c'est un arbre qui connecte entre eux des lignées génétiques qui sont identifiées à partir de ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Alors l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui est dans vos cellules, mais ce n'est pas l'ADN de vos chromosomes, c'est un autre ADN. Cet ADN-là, il est transmis par les mères à leurs enfants. Et donc, les papas ne transmettent pas d'ADN mitochondrial parce qu'il y a de l'ADN mitochondrial dans les ovules, mais il n'y en a pas dans les spermatozoïdes, en tout cas dans le matériel des spermatozoïdes qui est, qui va constituer un œuf fécondé. Et donc, il n'y a pas de recombinaison. Donc, c'est assez facile de faire de la phylogénie, de reconnaître des parentés avec cet ADN mitochondrial. Donc, on a créé cet arbre très, très compliqué. Toutes les branches qui sont surlignées en vert sont des branches africaines. Et toutes les branches qui ne sont pas vertes, ce sont des branches qui sont en dehors d'Afrique. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, tout ce qu'on trouve hors d'Afrique, ça dérive d'une branche africaine qui est cette branche L3,
Et donc, disons que si vous retournez cet arbre la tête en bas, eh bien, vous avez l'image d'un arbre qui est planté en Afrique avec des tas de branches qui sont là depuis très longtemps et qui se sont énormément diversifiées. Et il y a une branche qui est passée au-dessus du mur du voisin et qui a donné toutes les populations qu'on trouve en dehors d'Afrique. Donc, il y a en Afrique plus de diversité et plus d'ancienneté de toutes ces lignées. Et donc, une diversification en dehors d'Afrique d'une seule de ces branches. Et puis, évidemment, quand ça a été mis en évidence, alors là, on remonte aux années 80, ça a été une découverte vraiment extraordinaire. Je vous montre la couverture de Newsweek, hein, du moment, je crois que c'est 84, je ne suis pas tout à fait sûr de l'année, mais à l'époque, voilà, alors on a parlé de... Alors d'ailleurs, c'est intéressant du point de vue du vocabulaire, on va y revenir dans un instant, mais on a parlé d'Ève africaine. Hein, on a dit, voilà, Ève était africaine, et puis on a parlé de jardin d'Éden. On a parlé donc, on voyait le jardin d'Éden en Afrique, et puis l'origine de tous les hommes actuels en Afrique. Et puis alors, à peu près à la même époque, on a identifié en Afrique tout un tas de fossiles qui ne sont pas exactement des hommes modernes, des hommes comme nous, mais enfin qui sont quand même assez proches. Et donc, il est apparu assez clairement que quand on remontait dans le temps, eh bien, on avait de façon assez constante en Afrique des fossiles qui semblaient représenter des ancêtres de l'homme actuel, alors qu'en Europe ou en Asie, on avait autre chose. Et donc, quand on a associé ces deux découvertes, si je peux dire, eh bien, voilà, il était clair que les hommes actuels, tous les hommes actuels, ont une origine africaine. Alors, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, accepté à 99%, 95%. Il y a toujours des gens qui continuent un peu à se battre sur l'origine locale, pour des raisons d'ailleurs. Le problème quand on parle de l'homme, c'est qu'on n'est jamais complètement dégagé d'enjeux idéologiques, politiques ou philosophiques ou religieux, et donc ça se mélange un peu. Alors en fait, de Jardin d'Éden, on s'est rendu compte que ce Jardin d'Éden, il n'était pas du tout ce que l'on imaginait. Pourquoi ? Eh bien parce que je vous ai montré des fossiles à l'instant qui sont tous des fossiles qui ont été découverts en Afrique de l'Est. Et on a longtemps imaginé qu'il y avait une région d'Afrique, alors Afrique de l'Est, Afrique du Sud, disons Afrique subsaharienne, dans laquelle étaient apparus de façon assez adamique, hein, eh bien, les ancêtres des hommes actuels, qui s'étaient répandus en Afrique et puis ailleurs. Alors cette notion-là, elle a été renversée grâce à une découverte qui a été faite, enfin à cause d'une découverte qui a été faite au Maroc et que nous avons publiée avec mon équipe en 2017. Alors le Maroc, si vous imaginez une carte de l'Afrique, c'est difficile d'imaginer un endroit plus éloigné de l'Afrique de l'Est que le Maroc. Hein. C'est vraiment l'autre bout de l'Afrique. Et donc, dans un site qui s'appelle Djebel Iroud, on a découvert des restes d'hominines qui représentent des formes encore plus anciennes de ces Homo sapiens qu'on avait découverts en Afrique de l'Est. Alors, il y a eu tout un tas de conséquences à cette découverte. Alors, d'abord, ces hommes, je vous l'ai dit, ils sont plus anciens et donc ils sont quand même un petit peu plus primitifs, si vous voulez, que ceux qu'on a découverts en Afrique de l'Est. Les caractères qui les rapprochent des hommes actuels, c'est surtout des caractères qui sont liés à la face, à la denture, etc. Donc, en gros, ça, c'est une face de quelqu'un que vous pourriez croiser aujourd'hui dans le métro. Mais il y a des caractères, vous avez vu brièvement l'intérieur de la boîte crânienne de cet individu, il y a quand même des caractères qui sont encore des caractères un peu primitifs. Et donc, en gros, ce que tout ça a montré, c'est que
premièrement, il n'y avait pas d'apparition comme ça adamique d'un homme entre guillemets moderne. En fait, il y a une évolution assez longue et régulière au sein de notre espèce. Et puis surtout que si on voulait penser à un jardin d'Éden, c'est un jardin d'Éden qui avait la taille de l'Afrique. Hein. Ce n'était pas un petit coin d'Afrique quelque part. Hein. C'est quand même un grand, grand berceau pour l'humanité actuelle. Alors, bon, on a publié ça, ça a eu des répercussions absolument extraordinaires. Hein, quand l'article est sorti dans Nature, dans les premières 15 jours, il y a eu 3000 recensions dans la presse internationale de la découverte. Ça a fait la première page du New York Times. Ça a été un truc absolument extraordinaire. Et alors, surtout à cause de l'âge aussi, hein, parce que ces fossiles de Jebel Irhoud étaient beaucoup plus anciens que tout ce qu'on avait découvert jusqu'à présent. Donc là, on est à 300 000 ans ou au-delà. Et donc, voilà, ça étendait dans le temps l'histoire de notre espèce, ça déplaçait un petit peu... Alors, ça déplace pas le centre d'origine, hein, parce que, évidemment... quand je parle avec des chauffeurs de taxi marocains, ils ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais pour beaucoup, ça a été l'idée que le Maroc, c'était l'origine du monde. Hein. Alors, j'aurais dit, mais vous savez, bon, d'abord, il y a 300 000 ans, il n'y avait pas de Maroc, et puis ensuite, on l'a trouvé là, mais on aurait pu le trouver ailleurs. Hein. On aurait pu le trouver dans un autre pays, pas loin, et donc, il ne faut peut-être pas trop... Je pense qu'on trouvera d'autres fossiles anciens comme ça, je sais pas, au Sahel par exemple, ou ailleurs en Afrique. Alors je vous ai parlé de caractères entre guillemets plus primitifs chez ces hommes de Jebel Irhoud que chez les hommes actuels. En fait, avec le recul, et on a beaucoup travaillé par la suite sur différents sujets, on se rend compte que dans le fond, ce qui a le plus évolué chez l'homme, enfin chez notre Homo sapiens, hein, l'organe qui a le plus évolué, c'est le cerveau, en fait. Dans le fond, c'est pas vraiment si surprenant que ça, si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur la niche écologique des hommes, la façon dont ils transforment l'environnement, la technologie, la complexité sociale, tout ça. Donc voilà, il faut un cerveau qui fonctionne le mieux possible. Et je vous ai dit aussi qu'on a des hominines à grand cerveau et que chez les Néandertaliens ou les Denisoviens, on avait cette augmentation de la taille du cerveau. Alors ce schéma que vous voyez à gauche, là, qui est un peu rébarbatif, hein, c'est ce qu'on appelle une analyse en composante principale, une analyse morphométrique. Alors, vous effrayez pas. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui est représenté là, ce sont soit des individus, soit des groupes, et leur position dans cet espace à deux dimensions, ça traduit leur proximité morphologique. Donc, les points qui sont près, c'est des individus qui se ressemblent beaucoup du point de vue de la forme du cerveau, puis ceux qui sont éloignés, ils sont différents. Le long de l'axe horizontal, ce qui est essentiellement traduit, c'est la taille. Et puis, le long de l'axe vertical, c'est des changements de forme. Et ce que vous voyez, c'est que les hommes de Néandertal qui sont là en rouge, d'abord, au cours de leur évolution, ils montrent cette augmentation de taille. Et puis, ils sont une espèce d'agrandissement de quelque chose qui existait avant, Homo erectus. Donc, les Néandertaliens, ils ont un cerveau de plus en plus gros, mais en suivant un patron, un schéma qui, dans le fond, est un schéma qui préexistait, qui est un schéma, qu'on va dire, archaïque. Et ces polygones violets, eux, représentent des groupes d'Homo sapiens de plus en plus récents au fur et à mesure qu'on progresse dans les chiffres. Et vous voyez que alors les hommes de Jebel Irhoud, ils sont là avec un fossile d'Afrique de l'Est. Donc ils sont, dans le fond, au point de vue forme, pas très loin de ce qu'on observe chez les hommes de Néandertal. Mais ce qui va se passer au cours des 300 000 ans suivants, c'est que, au lieu de continuer en direction d'une augmentation de taille, eh bien, ils partent complètement dans une autre direction
pour arriver à la forme, enfin aux hommes actuels qui sont ce grand polygone violet clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, dans notre espace, je vous ai dit, le cerveau, c'est ce qui a le plus évolué, mais pas par augmentation de taille, par autre chose. Et les hommes de Jebel Irhoud, ils ont un cerveau qui est à peu près de la taille de votre cerveau à vous. Et donc, ce qui s'est passé, c'est en fait une réorganisation du cerveau. Différentes parties se développent. Par exemple, le cervelet, qui est une partie de l'encéphale qui se trouve en arrière de la boîte crânienne et qui a subi énormément de changements au cours de ces derniers 300 000 ans. Et on sait aussi qu'il y a probablement des modifications dans le câblage, dans la connectivité de ce cerveau. Et cela, on le sait parce qu'on a, grâce à la paléogénétique, des indications de mutations qui ont affecté le cerveau dans notre espèce. Alors pourquoi c'est important? Parce que en fait, le cerveau, c'est un organe qui coûte cher. C'est un organe qui, point de vue métabolique, consomme énormément d'énergie. Là, quand vous êtes tranquillement assis à m'écouter, votre cerveau, qui représente 3% de votre corps, même un petit peu moins parfois, votre cerveau, il consomme 20% de votre petit déjeuner. Donc, notre cerveau, il consomme 10 fois plus d'énergie qu'en moyenne le reste de notre corps. Et vous voyez, le problème, c'est que c'est bien d'avoir un gros cerveau pour faire des choses tout à fait extraordinaires, mais après, il faut le nourrir, ce cerveau. Et ça pose énormément de problèmes. Alors aujourd'hui, évidemment, on peut rester devant sa télé à s'empiffrer tant qu'on veut, mais c'est quand même nouveau. En fait, pendant très longtemps, les gens, il fallait qu'ils se démènent drôlement pour avoir à manger, surtout quand ils étaient chasseurs-cueilleurs. Et donc... voilà, pour attraper un bison, il faut se donner du mal et il faut dépenser de l'énergie d'ailleurs pour attraper le bison. Et donc, ce coût énergétique, ça a toujours été un facteur limitatif. C'est aussi un facteur limitatif pour tout ce qui tourne autour de la grossesse et de l'allaitement des enfants, du développement des enfants. Donc, en gros... vouloir un cerveau de plus en plus gros, à un moment donné, on se heurte à une espèce de mur énergétique. Et donc, ce qui semble s'être produit dans notre espace, c'est que la sélection naturelle a orienté notre espace dans une autre direction, qui est une direction qui a permis d'accroître probablement les capacités cognitives, mais sans que ça coûte plus cher. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez critique, et peut-être qui explique le fait que sont ceux-là qui, à la fin, sont restés et pas les autres. Alors, ces hommes de Jebel Irhoud, on trouve des outillages en pierre taillée avec eux qu'on appelle des outillages du Middle Stone Age. Donc, on les a un petit peu partout en Afrique à partir de 300 000 ans. Donc, on pense que ces homo sapiens archaïques, ils étaient un petit peu partout en Afrique, disons il y a 250 000, 280 000 ans. Alors pourquoi on s'intéresse beaucoup à cette histoire d'outillage en pierre? Alors d'abord, ce Middle Stone Age qu'on trouve à Jebel Irhoud, c'est le plus ancien qu'on connaisse en Afrique. C'est différent de ce qu'il y avait avant. Et au sein de ce Middle Stone Age, on voit en Afrique se développer de plus en plus de changements. Alors ces changements, ils se traduisent de différentes façons. D'abord, on va voir au cours du Middle Stone Age des entités géographiques apparaître, une espèce de diversification, de différenciation culturelle qu'on sait assez bien identifier. Des progrès techniques dans la fabrication, par exemple de pointes pour mettre à l'extrémité d'armes de jet. Mais alors, il y a quelque chose qui est absolument frappant, c'est qu'on voit dans le Middle Stone Age, à partir, disons, il y a 140 000 ans, on va voir apparaître de plus en plus d'objets qui sont des objets qu'on va qualifier de non utilitaires. Alors, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut pas dire qu'ils servent à rien du tout, mais ce sont des objets qui sont ni des armes, ni des outils. Et par exemple, voilà des coquillages percés qui ont servi à fabriquer, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, des ornements personnels, décorer des objets. Souvent, ils ont été colorés, ils ont été traités de différentes façons. Et donc, ces objets-là, on en trouve de plus en plus dans le Middle Stone Age en Afrique, alors qu'ils sont pratiquement absents du monde des Néandertaliens ou des Denisoviens. Et la façon dont on interprète ça, eh bien, c'est une montée de la complexité sociale. Pourquoi ? Parce que dans des populations de chasseurs-cueilleurs récentes, ce genre d'objets sont des objets qui servent à marquer le statut des individus. Par exemple, une femme mariée ne va pas avoir les mêmes parures qu'une jeune fille qui est amariée, si je peux dire. Il y a aussi une différenciation entre des groupes qui peuvent avoir des parures corporelles différentes qui servent donc à marquer l'identité culturelle. Et donc, ces objets, la présence de ces objets semble indiquer qu'on a cette montée de la complexité sociale en Afrique. Alors pourquoi ces Homo sapiens vont sortir d'Afrique ? Parce que maintenant qu'on les a, il faut les faire sortir et arriver jusqu'ici. Au début, on pense que ce sont surtout des facteurs environnementaux et climatiques qui sont à l'œuvre. Je vous expliquais les glaciations, etc. Alors en Afrique, il n'y a pas de glaciation, il y a des changements environnementaux qui sont à un rythme et d'une nature un peu différente, mais en Afrique, c'est surtout des variations du degré d'aridité. Et de façon périodique, ce qui se passe, c'est que la mousson qui vient du golfe de Guinée et qui remonte sur le Sahel, eh bien, va se mettre à remonter plus haut que le Sahel et va, dans le fond, rejoindre le Maghreb. Donc le Sahel et le Maghreb se rejoignent, si je peux dire, et il n'y a plus de Sahara pendant ces périodes qu'on appelle des épisodes de Sahara vert. Alors, ce sont des épisodes assez courts. Alors, court à l'échelle des temps géologiques, mais enfin, ça dure quand même 5, 6, 8 000 ans. Donc, pour les hommes, c'est assez long. Et pendant ces épisodes de Sahara vert, eh bien, le Sahara verdit. Alors, ça ne devient pas la Normandie, mais on a une savane qui se développe. Alors, il y a des coins plus arides, mais il y a quand même énormément de rivières qui parcourent le Sahara. Vous voyez, il y a des lacs. Ça, c'est pas un petit lac, c'est un lac qui est grand comme l'Allemagne. Donc, on a des lacs. Et donc, dans ce paysage de savane, eh bien, ces hommes qui fabriquent ces industries du Middle Stone Age, ils se dispersent, ils occupent le territoire. Et ces changements, ces épisodes de Sahara vert, vous voyez, il y en a tout un tas au cours du dernier demi-million d'années, ils affectent aussi le Proche-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que le Sahara qui est affecté par ces modifications. En fait, c'est toute la zone de désert qui se trouve entre le Golfe Persique et l'Atlantique, et notamment la péninsule arabique. Et donc, ces gens qui se diffusent dans ces paysages de savane en Afrique, ils se dispersent aussi hors d'Afrique, de façon... Alors, j'aime pas trop parler de migration, parce que c'est pas une migration. Ils vont pas quelque part. Ils occupent juste le domaine qui est le domaine qui leur est favorable. C'est plus une dispersion qu'une migration. Et puis, personne leur a dit, attention, vous sortez d'Afrique. Donc, ils vont là où ils ont leur milieu de savane. Et donc, ça, on sait qu'il y a déjà... probablement, à chacune de ces pulsations, il y a eu des entrées de populations africaines en Eurasie. Alors, on a des fossiles, en particulier en Israël, on a des fossiles, là, c'est un fossile qui a 180 000 ans. Je ne vais pas vous expliquer la morphologie dentaire, mais c'est pas un homme de Néandertal, c'est un de ces sapiens anciens. Alors, on a beaucoup appris sur ces phénomènes d'interaction entre les sapiens
d'origine africaine et puis les populations locales grâce à la paléogénétique, qui est donc une science relativement nouvelle. La paléogénétique, ça s'est vraiment développé dans les années 90-2000. Avant, ça n'existait pas. Là, vous voyez un de mes collègues à Leipzig qui est en train de prendre un échantillon d'os avec beaucoup de précautions parce que l'ADN c'est soumis à des problèmes de contamination très importants. Donc le risque, c'est toujours de contaminer les fossiles avec son propre ADN. D'ailleurs, mon ami Svante Pääbo, qui est prix Nobel quand même pour sa découverte, raconte de temps en temps, après dîner, qu'il n'est pas sûr que sa première publication sur l'ADN ancien, c'était pas son propre ADN qui publiait, mais donc il y a un vrai souci de contamination. Je ne sais pas si je dois vous raconter ça, mais quand vous faites la poussière chez vous, quand vous avez la poussière, vous savez que la poussière, dans un appartement, une bonne partie de la poussière sont des cellules de peau mortes. Donc, il y a de l'ADN qui se promène, donc c'est très facile de contaminer. Mais alors, bon, on sait maintenant reconnaître l'ADN ancien de l'ADN contaminant. Les méthodologies ont énormément progressé. Et donc, grâce à ça, on a découvert des tas de choses formidables, en particulier ces échanges qui sont produits au cours du temps entre Sapiens et puis Néandertal ou Denisovien. Cet arbre-là, c'est un arbre qui vous montre... Alors, les grosses barres en couleur, c'est l'arbre qu'on peut reconstruire grâce à l'ADN nucléaire, c'est-à-dire l'ADN des chromosomes. C'est celui qui compte. Et vous voyez que donc on a les hommes actuels qui ont une origine commune avec Néandertal et Denisovien. Il y a à peu près 600-700 000 ans. Et puis ensuite, Néandertal et Denisovien se séparent il y a à peu près 450 000 ans en Eurasie. Les barres blanches, c'est un arbre qu'on reconstitue grâce à cet ADN mitochondrial dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'ils sont différents, ces deux arbres. Alors, sans rentrer dans beaucoup de détails, la façon d'expliquer ça, c'est qu'il y a une introgression, c'est-à-dire une entrée d'ADN mitochondrial africain dans le génome des derniers néandertaliens. Et ça, c'est quelque chose assez ancien. Vous voyez, ça s'est produit il y a à peu près 300 000 ans avec une certaine incertitude. Et on a trouvé la même chose pour le chromosome Y. Donc, on sait que les derniers néandertaliens, ils ont reçu déjà un shot, si je peux dire, d'ADN africain il y a 300 000 ans, 250 000 ans. L'âge est assez imprécis. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît chez d'autres espèces de mammifères. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui des ours. Donc là, pareil, on a un arbre qui est l'ADN mitochondrial d'un côté et puis l'ADN nucléaire de l'autre. Vous voyez, deux arbres qui sont incohérents. C'est lié au fait que, alors pour des raisons probablement similaires, c'est-à-dire à cause de changements climatiques, de temps en temps, il y a des ours polaires qui se sont trouvés confinés dans des îles où il y avait aussi des ours bruns, et puis ils n'avaient pas trop où aller ailleurs. Et donc, il y a de l'ADN qui est passé de l'un à l'autre plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu chez les mammifères. Et puis ensuite, il va y avoir donc ça, c'est lié à ces espèces de pulsations des populations africaines hors d'Afrique qui se produisent de façon ancienne. Mais il y a un peu plus de 50 000 ans, une pulsation qui va être beaucoup plus forte que les autres. Alors, notre espèce avait déjà probablement pénétré dans le sud de l'Asie de façon ancienne, il y a 100 000 ans. Mais là, maintenant, ce qui va être peuplé par des populations africaines sont des moyennes latitudes de l'Eurasie et puis même plus haut. Et donc,
on sait qu'au moment de cette, j'allais dire, cette grande sortie d'Afrique, la bonne, si je peux dire, eh bien, il va y avoir à nouveau au Proche-Orient, probablement, des hybridations entre Néandertaliens et Sapiens. Et ça a vraiment été mis en évidence par la paléogénétique. Voilà vos 22 paires de chromosomes plus les chromosomes sexuels. Bon, ils ne ressemblent pas vraiment à ça, vos chromosomes, mais là, c'est juste pour montrer ça avec des couleurs chatoyantes. Donc, toutes ces petites barres rouges que vous voyez, ce sont des endroits où on peut trouver chez des hommes actuels de l'ADN néandertalien qui est resté, si je peux dire, à la suite de ces phénomènes d'hybridation. Alors, personne n'a toutes les barres rouges. Hein. Vous n'avez que à peu près 2% d'ADN néandertalien. Et d'ailleurs, bon, ce qui est intéressant, c'est, comme personne n'a les mêmes 2%, on pourrait se dire, en prenant tous les 2% de tout le monde, hein, si tous les 2% pouvaient se donner la main, on aurait 100% de l'ADN néandertalien reconstitué. En fait, ça ne marche pas. On n'en a que à peu près 40% qu'on peut reconstituer comme ça. Et ça, bon, on pourra en discuter après si vous voulez, mais c'est lié certainement au fait que... Enfin, c'est pas certainement, c'est lié au fait que, en fait, très vite après ces phénomènes d'hybridation, la sélection naturelle a fait le ménage, si je peux dire. C'est-à-dire, il y a pas mal d'endroits de notre génome où il faisait pas bon avoir de l'ADN néandertalien. Donc, ces sapiens-là, maintenant, ils vont pénétrer dans les moyennes latitudes. Donc, toutes ces belles taches de couleurs, ce sont des outillages qu'on trouve en Europe entre 50 000 et 40 000. Alors, vous voyez, à toute une diversité de groupes. Alors, très longtemps, on n'a pas su très bien qui avait fait quoi là-dedans. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de déterminer un peu le scénario. Alors, un groupe d'outillage qu'on appelle le paléolithique supérieur initial, on pense, est un marqueur de cette expansion des sapiens dans les moyennes latitudes. Vous voyez, on trouve ça commence dans le Negev, là, et puis on en trouve au Liban, en Syrie, et puis on va en trouver en Asie centrale jusque dans l'Altaï, la Mongolie, la Chine du Nord. Et puis, alors, vers l'ouest, on a des sites, surtout en Europe de l'Est au début, puis vous allez voir qu'on en a aussi un peu plus à l'ouest. Et donc, il y a quelques années, on a entrepris un travail dans un site qui est en Bulgarie qui s'appelle Bachokiro. Voilà, des fouilleurs au travail dans la grotte de Bachokiro. Dans cette grotte de Bachokiro, on trouve donc cet outillage de type paléolithique supérieur initial, une espèce de grande lame en silex tout à fait caractéristique. Et alors, on a eu la chance, au cours de nos travaux, de trouver des restes humains. Je voudrais quand même vous dire un mot à propos de ça, parce que vous imaginez sans doute que les paléoanthropologues, ils fouillent des sites comme ça en espérant trouver un beau crâne comme celui de l'homme de Cro-Magnon que je vous ai montré tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, ils rêvent de ça. Mais en général, ils ne trouvent rien. Et donc... Des trucs comme ça, on en trouve toutes les générations. Et la plupart des paléoanthropologues partent en retraite sans jamais avoir trouvé le moindre reste humain. Alors, heureusement pour eux, on a récemment mis au point une méthode que notre équipe utilise à grande échelle et qui peut sauver leur retraite, justement, en leur donnant quand même la satisfaction de partir avec quelque chose de décisif comme découverte. Tous ces petits bouts d'os que vous voyez, c'est ce qu'on trouve en fait dans les sites archéologiques. On ne trouve pas tellement de beaux crânes comme ceux que je vous ai montrés. On trouve des fragments. Et ces fragments, ce sont des fragments de faune. Hein, ce sont les animaux que les hommes ont chassés, mangés. Et donc ils ont cassé les os, et puis les os sont même cassés tout seuls. Ces fragments sont complètement non identifiables pour la plupart. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bout d'os, mais on ne peut pas en faire grand-chose d'autre. Alors, on pourrait, en théorie, aller extraire de l'ADN pour savoir ce que c'est. Et vous vous rendez compte que si vous avez des millions de fragments comme ça,
l'ADN, ça coûte cher quand même. Hein. Donc, on peut le faire une fois de temps en temps, mais on ne peut pas le faire sur des milliers de fragments. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre un tout petit bout d'os, à peu près gros comme un demi-grain de riz, et il y a toute une petite cuisine à faire pour extraire du collagène de cet os, et ensuite, avec une enzyme, couper ces chaînes de collagène. On met ça dans un spectromètre qu'on appelle un MALDI TOF, et on obtient un spectre qui représente la masse, le poids de ces fragments de molécules de collagène, enfin ces peptides. Et cette combinaison de différentes masses est caractéristique de chaque groupe animal. Donc imaginez le collagène comme une bande, une molécule, une longue chaîne. Imaginez une bande de texte, un roman qui serait écrit sur une bande de texte, et vous prenez des ciseaux chimiques qui sont une enzyme comme la trypsine, et chaque fois que vous avez le mot amour, paf, vous donnez un coup de ciseau dans le texte. Et donc vous allez avoir des bouts de texte qui vont avoir des longueurs différentes en fonction des romans. Et donc, si vous mesurez la longueur de ces bandes, eh bien, il faut être toujours dans le même roman, évidemment, vous pouvez déterminer de quoi il s'agit. Donc, c'est exactement ce que l'on fait. Et ça coûte relativement peu cher. Et c'est très rapide. On peut faire des centaines de mesures en une journée même. Hein. Et donc, ça permet de traiter des milliers de fragments. Et quand on traite des milliers de fragments dans un site de cette époque-là, eh ben, de temps en temps, on va tomber sur des restes humains. Et ces restes humains-là, alors ils ne sont pas très jojo, hein, mais ces restes humains-là, après, eux, on peut les passer aux paléogénéticiens, et puis on peut faire aussi des datations. Et c'est comme ça qu'à Bachokiro, nous avons trouvé des sapiens qui sont... alors à l'époque, on a publié ça en 2020, c'était les plus anciens sapiens connus en Europe. Alors depuis l'année dernière, on en a des encore plus anciens qu'on a découverts dans un site allemand, mais on est toujours dans cette période autour de 45 000, 50 000. Et donc, on a maintenant une image assez précise de ces hommes. Pourquoi ? Parce que ils sont, encore une fois, on n'a pas de morphologie à proprement parler, mais on a leur génome, on a leur âge, et puis on peut faire des tas de mesures sur ce qu'on trouve dans ces sites-là. Voilà à peu près à quoi ils ressemblent. Hein. Donc ça, c'est une femme qui vient d'un site de Moravie qui s'appelle Zlatikoun. Donc, vous voyez, sont des Africains hein, qui arrivent en Europe. Et d'ailleurs, ils vont continuer à ressembler à des Africains très très longtemps, hein, quasiment jusqu'à la fin des temps paléolithiques. Dans le génome de ces hommes à Bachokiro, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont ces petites barres bleues. Alors là, elles sont plus rouges, elles sont bleues, hein, qui représentent de l'ADN néandertalien hérité de cette hybridation au Proche-Orient. Mais vous voyez, on a aussi des grandes barres comme ça. Et ces grandes barres, ça veut dire que localement, ils ont eu un contact à nouveau avec des néandertaliens. Hein. Et à chaque reproduction, à chaque génération, ces barres, elles se fragmentent de plus en plus. Donc la longueur des barres nous donne une indication de quand s'est produit cette hybridation. Donc là, on voit très bien que plusieurs milliers d'années avant d'arriver en Bulgarie ou en Allemagne, il y a eu déjà un phénomène d'hybridation, mais localement, alors autour de 5-6 générations avant l'époque où ils vivaient, ils ont un ancêtre ou une ancêtre néandertalienne. Et l'autre chose qui est remarquable aussi dans ce génome, c'est qu'on voit déjà ces déserts d'ADN néandertalien que j'évoquais tout à l'heure. Ces endroits où il n'y a jamais d'ADN néandertalien dans le génome des hommes actuels. Et donc, ce qui montre que cette sélection dont je parlais tout à l'heure, c'est une sélection qui a été assez brutale, en fait. Probablement, dès la première génération ou deux, il y a un certain nombre d'hybrides qui ne voyaient même pas le jour, d'ailleurs.
Alors une chose qui a été assez surprenante aussi quand on a travaillé dans ces sites, c'est qu'on a pu reconstituer le climat local. Je vous ai dit, on peut mesurer des tas de choses. On peut mesurer le long de dents. Là, c'est une dent de cheval. Là, ce sont des dents d'ongulés. Vous voyez, on a fait des petits prélèvements tout le long de la dent. Enfin, cette jeune postdoc de Leipzig, qui s'appelle Sarah Pederzani, qui a fait ce travail. Et en mesurant des isotopes de l'oxygène, on peut reconstituer les variations de température entre l'hiver, l'été, sur une année ou deux. Et donc, grâce à ce genre d'études, ce qu'on a découvert, c'est que ces gens qui arrivent en Europe il y a plus de 45 000 ans, en fait, ils arrivent dans des climats qui ne sont pas du tout des climats de savane africaine. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début, c'est le climat qui a poussé ces gens-là un peu dehors. Là, maintenant, ils vivent dans des milieux qui sont des milieux qui ressemblent à la Scandinavie actuelle, et donc des milieux particulièrement froids, en tout cas beaucoup plus froids que maintenant. Et donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas le climat ou l'environnement qui les fait venir en Europe. C'est leur capacité à s'adapter à ces environnements. C'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte libérés de ces contraintes. Alors pour finir, bon, et ça c'est vraiment des recherches qui sont en cours, mais ce qu'on voit en fait, c'est que ce remplacement des Néandertals par les sapiens en Europe, c'est pas une espèce de vague comme ça de sapiens qui arrive et qui remplace les Néandertals. En fait, c'est quelque chose qui dure très longtemps. On a des sapiens en Bulgarie, je vous ai dit récemment, on a découvert en Allemagne, qui ont près de 47 000, 48 000 ans. En France, en Espagne, on a des Néandertaliens qui vivent il y a encore 40 000 ans. Vous voyez qu'il y a plusieurs milliers d'années entre les premières arrivées et puis la disparition des derniers Néandertaliens. Donc c'est un phénomène qui est complexe. Il y a des espèces de petits groupes de quelques centaines d'individus qui arrivent indépendamment les uns des autres. Et c'est seulement, en fait, beaucoup plus tard qu'il va y avoir un vrai remplacement et une disparition de ces hommes de Néandertal. Évidemment, ça pose la question des interactions entre tous ces groupes, pas seulement sur le plan génétique, mais aussi sur le plan des comportements. Je vous ai parlé des objets non utilitaires. Vous voyez que on a chez ces sapiens qui arrivent en Bulgarie des objets non utilitaires, des objets de parure, qui ressemblent beaucoup à des choses qu'on va trouver chez les derniers Néandertaliens quelques siècles plus tard. Et donc, on s'interroge justement sur le fait qu'un certain nombre de changements de comportement, d'innovation sont passés d'un groupe à l'autre. Bon, c'est une question qui est très, je dirais, débattue au sein de mes collègues. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous ne nous avez rien dit du continent américain. Or, tout récemment, je viens de lire il y a moins de 8 jours qu'on a découvert des empreintes qui sembleraient indiquer, je dis bien qu'il semblerait, qu'il n'est pas impossible que les hominidés soient arrivés sur le continent américain, et je crois qu'en plus c'est vers le sud des États-Unis, si je ne me trompe pas. Ils seraient arrivés vers 50 000 ans, ce qui n'est pas du tout ce que l'on sait jusqu'à présent. Ouais. Alors, bon, l'histoire des premiers peuplements de l'Amérique, c'est c'est une question un peu épineuse. Les Américains du Sud comme du Nord, d'ailleurs, ils sont un peu orphelins de ne pas avoir d'origine locale. Et donc, il y a quand même une quête assez intense pour trouver des choses anciennes. Quand on cherche beaucoup, on finit par trouver. Et il y a quand même beaucoup de sites nord-américains qui ont été alors datés à 60 000, à 50 000, à 40 000, etc., qui ont été régulièrement ensuite un peu mis sous le tapis parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de datation.
Donc, pour faire court, le peuplement de l'Amérique du Nord, enfin des Amériques, c'est essentiellement quelque chose après 15 000 ans. Donc, après 15 000 ans, il n'y a pas de discussion, on a des sites un petit peu partout. Alors, il y a quand même 2 ou 3 sites qui sont peut-être plus anciens que ça. Alors pourquoi c'est un peu compliqué et problématique? Parce qu'en fait, je vous ai dit, les Homo sapiens, ils arrivent au bord de l'océan Arctique il y a 30 000 ans, et ils passent en fait assez rapidement en Alaska. Donc il y a 25 000 ans, il y a des hommes en Alaska. Pourquoi ils ne continuent pas? Ils ne continuent pas parce que les 3000 mètres de glace au-dessus de Montréal, c'est-à-dire qu'il y a tout le Canada actuel est couvert d'un glacier absolument gigantesque et qui bloque le passage. Et alors c'est essentiellement avec la fonte de ce glacier, à la fin des temps glaciaires, qu'il va y avoir un passage vers le sud. Alors on pense de plus en plus qu'il y a peut-être eu, le long de la côte du Pacifique, des petits groupes qui sont passés avant. Et là, c'est un exemple entre d'autres assez intéressant parce que, en fait, ça nous montre qu'il y a une histoire des peuplements qu'on peut raconter à travers l'archéologie, et puis il y a une histoire des peuplements qu'on peut raconter à travers la génétique. Et ce sont 2 histoires différentes. Pourquoi? Parce que très souvent, les premiers arrivés disparaissent. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à ces hommes de Bachokiro, là, dont je vous ai dit, ils ont 45 000 ans. Ces gens-là, vous n'avez aucune trace de leur ADN dans votre génome. Vous avez une trace de ceux qui sont arrivés il y a 40 000 ans. Parce que les premiers arrivés, soit ils sont perdus, si je peux dire, dans le monde des Néandertaliens, ils ont disparu, soit ils ont été eux-mêmes remplacés. Et on a de façon répétée ce genre de situation. Pareil pour l'Australie, vous parlez à des généticiens, ils vous disent tous les aborigènes australiens actuels, ils ont des ancêtres communs vers 50 000. On a des sites beaucoup plus anciens en Australie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il y a des petits groupes qui peuvent arriver, mais il faut bien comprendre que l'évolution humaine, et même l'évolution tout court, en fait, c'est une grande histoire d'extinction. C'est beaucoup de groupes disparaissent purement et simplement, survivent pendant un moment, mais ils survivent pas. Et c'est seulement quand il y a une espèce de permanence du peuplement qu'on va trouver les ancêtres des populations actuelles. Bonjour, merci pour la conférence. Je me suis toujours demandé, et je ne sais pas si la communauté scientifique a une réponse, pourquoi une partie de l'Asie est si densément peuplée et est-ce que ça existe depuis longtemps? Pourquoi il y a une telle densité de population, par exemple en Chine, en Inde? Et quel a été ce peuplement qui peut expliquer ça? C'est un peu le même problème qu'avec l'Amérique. On est dans des tranches de temps très différentes de celles que je viens d'évoquer, avec l'expansion d'Homo sapiens. Les peuplements actuels, ils sont le résultat d'événements essentiellement post-grande glaciation, c'est-à-dire c'est le néolithique, c'est le développement de l'agriculture. Donc, pour faire simple, il y a à peu près une dizaine de milliers d'années, on va avoir un certain nombre de groupes humains qui vont passer d'un mode de vie de chasseurs, collecteurs, à un mode de vie d'agriculteurs. Ça ne s'est pas produit partout, et ça ne s'est pas produit partout à la même époque, mais ça s'est produit dans un certain nombre de foyers. Alors, les foyers les plus anciens qu'on connaisse, c'est le Proche-Orient et la Chine. Donc, voilà, en Chine, ça a commencé il y a très longtemps avec la domestication du millet, du riz, etc. Et donc, à partir du moment où les hommes passent d'une économie de prédation à une économie de production, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une transition démographique. Alors, vous savez, on parle beaucoup de la transition démographique actuelle, qui est une transition démographique, d'ailleurs, qui fait fléchir, qui à terme va faire fléchir un peu la population mondiale. Donc la transition démographique actuelle, c'est une transition qui est liée à un décalage entre
en gros, les progrès de la médecine qui ont accru la longévité des gens, qui ont réduit la mortalité, et puis l'arrivée de la contraception et la réduction du nombre des naissances. Et il y a un décalage de pas mal de générations entre les deux. Et ça explique qu'au cours des 2 derniers siècles, la population mondiale elle est passée de 1 à 8 milliards. Donc ça a été absolument dramatique, si je peux dire, comme effet. Donc vos Chinois, ils sont là-dedans. Hein. Mais il faut bien réaliser qu'il y a déjà eu une transition démographique dans les débuts de l'agriculture, qui a été liée aussi à un décalage entre natalité et mortalité. Alors là, qu'il y a un décalage différent, c'est-à-dire quand l'agriculture apparaît, le nombre de femmes par enfant au cours de leur vie reproductive augmente. Alors on a des estimations, on pense à s'augmenter en moyenne de 2 enfants, mais ça fait beaucoup, 2 enfants de plus à chaque génération par femme. Et donc dans les zones où on a ce développement du néolithique, la population elle va être multipliée par 10 à peu près assez vite. Mais alors après, avec cette augmentation de la population et puis aussi le développement de l'agriculture, va arriver tout un tas d'avanies avec des problèmes d'hygiène, des problèmes de maladies, d'épidémies, de choses comme ça. Et donc à peu près 1000 ans après cette augmentation brutale, on a une stabilisation parce que la mortalité augmente. On commence à avoir la peste, le choléra, tout. Et donc là, ça va calmer un peu les hommes. Et donc on a eu au néolithique en Chine une première transition démographique, puis après on a celle de la plus récente. Voilà. Bonjour, merci d'abord pour votre conférence. Donc la paléogénétique a prouvé que Néandertal et Sapiens se sont hybridés. Oui. Vu qu'on est des descendants de ces hybrides, est-ce que Néandertal appartient à la même espèce que Sapiens? Sinon, quelle est votre définition de l'espèce? Vous savez, quand j'étais étudiant, on m'a expliqué que l'espèce, c'était un problème très simple, que c'était la seule entité naturelle, qu'en fait, toutes les autres classes créées par les hommes, les genres, les familles, les sous-familles, c'était artificiel, mais l'espèce, on savait ce que c'était, et c'était lié à une communauté de reproduction. Donc ça, c'est une définition qui remonte aux années, disons, ça a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a un groupe de biologistes, de généticiens qui ont proposé ce qu'on appelait la nouvelle synthèse, théorie de la nouvelle synthèse de l'évolution, c'est le néo-darwinisme. Alors on a navigué là-dessus jusqu'à l'arrivée des séquençages génétiques à grande échelle, pas trop cher, etc. Et là, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué parce que à peu près un quart des mammifères actuels classés dans des espèces différentes, quand on regardait leur génome, on se rendait compte qu'ils s'étaient hybridés avec les autres il n'y a pas très longtemps. Et donc l'isolement génétique paraissait être un critère à prendre en compte, mais pas un critère absolu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous imaginez une espèce qui se trouve séparée en 2 grandes métapopulations pour des raisons géographiques, par exemple, eh bien, il va se passer un certain nombre de phénomènes qui vont éloigner ces 2 branches l'une de l'autre. Et ces phénomènes vont aboutir à l'apparition de 2 espèces nouvelles. Ce processus, il dure plusieurs millions d'années chez les mammifères. Enfin, il peut durer beaucoup moins longtemps, mais souvent, c'est de l'ordre du million d'années ou plus. Et donc, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et dans ce processus, en particulier du point de vue génétique, on ne se réveille pas un beau matin en n'étant plus capable de se reproduire avec la voisine. C'est un truc qui est très, très progressif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de la fécondité entre hybrides et populations mères. Et il va y avoir un moment, et ça on connaît ça très bien chez les mammifères, il y a un moment où il y a un des 2 sexes d'hybrides qui lui devient stérile.
les mulets, enfin bref. Et alors en général, c'est les mâles. Hein. Et non, mais c'est les mâles parce qu'ils ont un chromosome X et un chromosome Y, et les femelles, elles ont 2 X. Donc, elles ont un rattrapage possible, mais les mâles, non. Et donc, s'il se passe quelque chose sur leur X, c'est fini. Et donc, ils sont stériles. Ils ne peuvent pas se reproduire avec les populations mères. Et alors, pour revenir à mes néandertaliens, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que donc il y a cette interfécondité qui existe, mais elle est déjà, si vous voulez, un peu mise en péril. Et en particulier, on a des indices que les hybrides mâles ont une fécondité réduite, voire peut-être même qu'ils sont stériles. Alors on le voit à diverses choses. Hein. Par exemple, je vous parlais des 2% d'ADN néandertalien. On peut regarder dans chaque organe du corps où le génome néandertalien s'exprime ou pas. Eh ben, l'organe où il s'exprime le moins ou pas sont les testicules. Et donc ça veut dire que probablement les hybrides qui avaient des testicules, ils n'ont pas transmis leur génome. On voit ça aussi au fait qu'il y a un taux d'ADN néandertalien différent dans le chromosome X que dans les autres chromosomes. Et donc là aussi, c'est lié à ce phénomène. Donc voilà, tout ça pour dire que on a des espaces, c'est pour ça que j'ai parlé d'espaces en voie de formation. Alors maintenant, pour ce qui est de la définition de l'espace, malheureusement, je dirais, la définition de l'espèce telle qu'elle a été conçue en 1942 par Ernst Mayr et tout ça, c'est une définition qui est en crise, en fait. Et voilà. Donc, on a des tas d'exemples dans la nature, chez les primates notamment, d'espèces qui sont séparées depuis même plusieurs millions d'années et qui continuent occasionnellement à pouvoir produire des hybrides. Alors il y a des gens qui disent voilà, une espèce c'est en fait une métapopulation qui a une certaine trajectoire et cette trajectoire, alors sur le plan morphologique, génétique, etc., elle se maintient pendant plusieurs centaines de milliers d'années, et si elle se maintient, on va dire que c'est une espèce, même si il y a toujours un peu d'interfécondité possible. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ce qui est vraiment intéressant quand on regarde ces histoires d'hybridation entre espèces voisines, c'est qu'on se rend compte que dans les exemples qu'on voit chez les primates notamment, mais chez les rongeurs, chez d'autres mammifères, il semble qu'il y ait un stade au-delà duquel il n'y a pas de retour en arrière possible. Je veux dire qu'on a encore de l'interfécondité, on peut s'hybrider avec les autres, mais ces espèces ne peuvent plus fusionner. Et cela, c'est probablement lié au fait que les hybrides ont une fécondité réduite. Et donc, même si ils sont là, et même ils peuvent avoir, si je peux dire, un rôle dans le sens que ça peut être intéressant de récupérer un peu d'ADN d'une autre espèce. Ça peut être avantageux même du point de vue évolutif, mais la fusion, elle est plus possible. Moi, j'ai une question très rapide. Et Darwin dans tout ça Darwin, comment ? Ça s'applique les théories de Darwin ? Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Non, si vous voulez, Darwin... d'abord, Darwin n'a pas inventé l'évolution. Il y a d'autres biologistes qui parlaient d'évolution avant Darwin. Le grand apport, si je peux dire, de Darwin, c'est surtout d'avoir proposé un mécanisme pour l'évolution qui est la sélection naturelle. C'est ça le grand apport de Darwin. Alors, depuis, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres mécanismes qui s'ajoutaient à la sélection naturelle. J'en ai évoqué un tout à l'heure, la dérive génique, c'est un autre mécanisme qui s'ajoute, mais ça n'a pas aboli la sélection naturelle. Vous voyez, le problème de Darwin, c'est qu'il n'y avait pas de génétique à l'époque de Darwin. Donc, mais sinon, il a très bien vu les choses pour ce qui est de la sélection. Oui, je ne fais pas l'effort, c'est la peine, merci. Juste, en début de conférence, vous avez évoqué la particularité des interactions au-delà du cercle strictement familial, comme une spécificité, je ne sais plus si c'était d'ailleurs des hominides ou des hommes modernes,
Ma question porte sur les hommes modernes. Qu'est-ce qu'on sait de ces interactions et notamment de la taille, par exemple, des groupes humains sur une durée longue, sur la durée d'une vie d'un groupe, par exemple, il y a 50 000 ou 100 000 ans, quand c'était vraiment l'homme moderne comparable à nous? Quelle taille étaient ces regroupements? Famille élargie, plus que ça, quelle durée, quel mélange avec les autres? Alors, il n'y a pas de réponse unique. Il faut bien comprendre que la préhistoire, le monde paléolithique, c'est un monde, d'abord, ça dure très longtemps, ça change tout le temps au point de vue climatique, au point de vue environnemental. Donc c'est très difficile de donner une réponse comme ça monolithique à cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est que sans aller dans la préhistoire très lointaine, si vous regardez des chasseurs-collecteurs qui vivaient encore il y a un siècle et qu'on a pu étudier, bon, voilà, il y a un groupe qu'on appelle les Newmanuts en Alaska. Enfin, il y avait. Ces gens-là, c'était des groupes assez petits qui, pendant une année, parcouraient un territoire grand comme 1,5 fois la Belgique. Et puis à côté de ça, il y avait sur la côte californienne, ou alors mieux que ça, sur la côte occidentale du Canada, des groupes qui étaient sédentaires, avec une densité de population extraordinaire liée à la richesse du milieu. Donc la préhistoire, c'est exactement pareil, c'est-à-dire on a des quasi-déserts et puis des endroits où il y a du monde. Alors maintenant, pour donner quand même une réponse à votre question, là on est en train de soumettre un article à publication sur ces premiers sapiens qui arrivent en Europe et donc qui vivent... En fait, il faut bien comprendre, ils vivent à la périphérie de la zone où il y a les Néandertaliens et qui est la zone la meilleure, si je peux dire. Les Néandertaliens, ils vivent là où il ne fait pas trop froid, où il y a beaucoup à manger, etc. Les autres, ils vivent vraiment dans la marge et sont des groupes, voilà, la génétique nous donne des tailles de population effective qui sont des tailles en centaines d'individus. Donc on ne parle pas de millions de gens. Hein. Alors maintenant, sur l'aspect réseau, c'est probablement quelque chose qui existe aussi chez d'autres hominines, mais ce qu'on voit chez les sapiens, alors vous me direz c'est après le remplacement, mais ça a commencé un peu avant. On voit par exemple des objets ou des matières premières qui circulent sur des distances de plus en plus grandes. Alors ça pose la question de savoir est-ce que ce sont les gens qui se déplacent avec ces matériaux ou est-ce que ce sont des objets qui circulent. Alors surtout pour les objets non utilitaires, les objets qui ont une valeur symbolique, on pense que c'est plutôt des espèces ces objets qui avaient une signification particulière. On pense qu'ils passent de main en main, de groupe en groupe et qui se diffusent au sein d'entités qui dépassent le groupe local. Alors pendant le Paléolithique supérieur, alors encore une fois, c'est après le remplacement, hein, mais il y a un exemple que moi je trouve assez frappant, c'est qu'on a dans l'ouest de l'Eurasie, les gens fabriquent des petites statuettes qu'on appelait des Vénus, sont des petites statuettes de femmes. Alors, elles n'ont pas de mains, elles n'ont pas de pieds, elles ont des gros seins, elles n'ont pas de visage, elles ont des caractères sexuels qui sont très exagérés, des caractères sexuels secondaires qui sont très exagérés. Mais il y a une espèce de stéréotype de ces statuettes. Et ces statuettes, on les trouve depuis le sud-ouest de la France jusqu'au fin fond de la Russie. Et donc... ce n'est pas des gens qui se sont déplacés sur ces distances-là, mais ça veut dire qu'il y a une croyance, une histoire, quelque chose, un mythe qui concerne des gens qui vivent sur un territoire qui fait plusieurs milliers de kilomètres et qui reproduisent cette espèce de stéréotype. Et donc, c'est de ça que je parlais, c'est-à-dire quand je disais ils partagent des croyances communes, etc. Et donc, forcément, ils vont se sentir plus proches, si je peux dire, de ceux qui croient dans les mêmes choses que les autres. Un jour, un journaliste m'a demandé
s'il y avait une machine à voyager à travers le temps et que vous retourniez dans le monde des Néandertaliens, qu'est-ce que vous aimeriez voilà, vous avez quelques heures, vous voulez comprendre quoi? Et alors, je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est quelle relation un Néandertalien avait avec son beau-frère. Et alors, je pense qu'il n'a pas compris, il a un peu rigolé, etc. Mais en fait, ma réponse était absolument sérieuse. C'est-à-dire que dans les sociétés d'Homo sapiens, on voit bien que, et c'est quelque chose qui existe toujours dans beaucoup de sociétés traditionnelles, sont les femmes qui passent d'un groupe à l'autre. En général, les sociétés sont plutôt patrilocales. Donc les femmes vont vivre dans la famille de leur mari. Et c'est pas juste une affaire de reproduction, c'est-à-dire ça crée des liens entre ces familles et ces groupes, et les alliances et les mariages, ça a toujours été un ciment très très fort pour les sociétés humaines. Et donc, est-ce que les Néandertaliens ils connaissaient leur beau-frère? Ça, c'est une vraie question. Parce que si vous savez que vous avez un beau-frère qui habite là-bas, de l'autre côté de la montagne ou du fleuve, peut-être que vous pouvez aller le voir s'il y a vraiment un pépin avec les Néandertaliens, justement, qui sont là-bas de l'autre côté, ou avec les sapiens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment central, qu'on a un peu de mal à mesurer. Merci infiniment pour cette belle conclusion. Merci. Je pense qu'on aurait pu rester toute l'après-midi à vous écouter, mais on a aussi des beaux-frères et des belles-sœurs et des familles à nourrir. Merci.